Salut, salut, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude Télévision en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés sur ma chaîne YouTube. Yes, on est là pour faire le show, pour parler, pour débattre, pour raconter nos histoires du quotidien, nos vécus, nos expériences particulières. Oui, nous sommes là pour échanger. N'hésitez pas à me contacter pour partager vos histoires. Sur le numéro qui s'annonce au bas de l'annonce, le numéro WhatsApp, je suis réactive, je réponds. Laissez-moi vos histoires. Oui, n'hésitez pas de me contacter sur Instagram, Facebook, Messenger. Oui, pour partager ce qui vous touche, ce que vous avez vécu de particulier dans le bonheur comme dans la joie. Nous sommes là parce que ça nous édifie, parce que ça nous aide à voir et à avoir une perception différente de la vie et des personnes qui nous entourent. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui sont là, qui se donnent la peine de commenter, oui, d'argumenter sur tout ce que nous racontons ici sur la toile. Je vous encourage donc de partager les histoires sur vos WhatsApp, vos stories, ça ne vous coûte rien, d'envoyer à vos amis pour que la team s'agrandisse et qu'on ait encore plusieurs histoires. Merci à vous tous qui m'encouragez dans cette aventure, dans cette démarche. Je suis des cœurs avec vous. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins en chaleur au nom de Jésus-Christ. Notre sœur nous a contactés aujourd'hui pour partager son histoire. Notre sœur nous a appelés pour partager son histoire parce qu'elle a suivi l'histoire de notre sœur Rosie à Kinshasa, qui a partagé son expérience avec sa sœur Sheila, qui était en France, qui l'a fait venir et qui au final se retrouvait à l'empoisonner au Congo, Kinshasa. Elle me dit, ma fille, cette histoire m'a beaucoup touchée parce que ça m'a fait penser à ma propre histoire. Donc, aujourd'hui, notre sœur Astrid, que j'embrasse particulièrement, qui est camerounaise, à qui je fais des gros bisous, Mayayoun, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, de partager ton expérience parce que ça nous édifie toujours toutes. Elle nous dit ceci, Kabibi, je vais te raconter mon histoire. Moi, je suis camerounaise, je suis d'origine Béti. En tout cas, j'embrasse toutes les Béti, toutes les filles du Cameroun qui sont ici, qui vont se retrouver. Votre sœur, elle a tenu à partager son histoire parce que l'histoire de Rosie l'a vraiment interpellée. Elle me dit, Kabibi, moi, je viens du Cameroun. J'ai grandi au Cameroun, j'avais ma vision. Moi, quand je suis venue en Europe, j'avais déjà une fille. J'ai eu un enfant très jeune au Cameroun. Et c'était avec un monsieur avec qui il n'y a pas eu d'avenir. Mon enfant était pratiquement à ma propre charge. Il m'avait un peu abandonné avec l'enfant, même si moi, je n'ai pas eu mon enfant à l'âge mineur. Quand j'ai eu mon enfant, j'avais 19 ans, mais n'empêche que j'étais quand même jeune. Je n'étais pas préparée à être maman, je n'étais pas préparée à assumer une grossesse, un enfant, à élever un enfant toute seule. En plus, je vivais chez mes parents. En tout cas, c'était compliqué pour moi parce que mes parents essayaient de me responsabiliser, de me rappeler toujours que c'était ma charge, que c'était ma responsabilité d'en prendre soin. Donc, très vite, j'ai commencé à avoir des grosses ambitions, à envisager grand parce que c'était, on dirait, genre, avec mon enfant, on va échouer, avec mon enfant, je ne vais pas m'en sortir. Je me suis coincée en faisant un enfant à 19 ans qui va me prendre comme ça. En tout cas, c'était comme si l'avenir était fermé devant moi. Kabibi, ça m'a révoltée, ça m'a poussée à me chercher dans la vie. Donc moi, j'ai grandi avec beaucoup d'ambition, d'où parmi les plus grandes était venir en Europe, à la recherche de la vie, de venir pour m'en sortir, Kabibi. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. À l'âge de 27 ans, malgré toute la galère que j'avais en Afrique, j'ai pu avoir l'occasion d'arriver ici en France. On ne va pas donner des détails, mais notre sœur est arrivée en France. Quand elle est arrivée en France, elle a atterri à Paris.
À Paris, c'était très compliqué pour elle, comme beaucoup d'entre nous le savons, que pour être régularisé à Paris, c'était compliqué. Surtout quand tu n'as pas vraiment de famille, que tu es vraiment livré aux mains des assistantes sociales. Surtout à l'époque, là, en tant que Camerounaise, vraiment, Kabibi, c'était chaud sur moi. En tout cas, j'avais eu l'opportunité de venir suivre une grande sœur ici à Angers. Angers, c'est une grande ville en France qui est en Bretagne, je crois, Angers. Je crois qu'elle est comptée dans la région, elle est comptée parmi les villes de Bretagne. Bref, notre sœur a dit qu'elle est venue suivre une grande à elle qui était en Bretagne. Cette grande sœur-là, elle était mariée à un blanc, à un autochtone. Donc, elle lui a dit, viens ma petite, viens te débrouiller ici. En tout cas, ici, il y a des opportunités. Et puis, ici, ce n'est pas Paris, tu vois. Ici, on travaille avec la préfecture de Nantes. C'est quand même différent et tout ça. Chacun a sa chance. Viens tenter ta chance ici en province que de rester à Paris. Où Paris, à l'époque, Kabibi, c'était vraiment... Là, on parle, c'est il y a au moins 40 ans. Hein. C'était vraiment chaud. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs. C'était très compliqué. Les Noirs vivaient dans des petites maisons. Ils étaient entassés. C'était vraiment compliqué. Ce n'était pas comme aujourd'hui. En tout cas, Kabibi, je suis venue à Angers à l'époque là. À Angers, il n'y avait pas de Noirs. À Angers, c'était comme terrain vide. Pour ceux qui sont anciens d'Europe, ils savent ça. Kabibi, on était à compter au bout des doigts. En tout cas, j'ai atterri chez cette grande sœur-là. Elle m'a très bien accueillie. Elle m'a vraiment expliqué le pays. Elle m'a expliqué comment ça fonctionnait là-bas. Kabibi, je me suis lancée aussi à l'attaque pour trouver aussi ma part de white, en tout cas. J'ai commencé à chercher absolument à avoir un mari blanc. Et j'ai aussi cherché du travail. Parce qu'en attendant, je devais vivre. La grande là m'a aidé à pouvoir vraiment trouver des boulots, même si j'allais travailler au noir. Parce que moi, je n'étais pas encore régularisée. Kabibi, je me suis battue comme ça au moins pendant 3 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, là, Kabibi, je suis venue tomber sur une famille où je faisais... En fait, pendant les 3 ans là, j'ai travaillé un peu au black chez des Européens en tant que femme de ménage. Et en même temps, je cherchais aussi à avoir un mari blanc. Mais je ne trouvais pas vraiment de haut niveau de mari. Je ne trouvais pas, Kabibi. Je me contentais aussi parfois de mes salaires. La grande là m'avait aidé à trouver une chambre en colocation. Je n'habitais pas chez elle. Donc moi, j'étais toujours dans la galère depuis que j'étais arrivée en Europe. J'ai vécu comme ça. Quand j'ai eu l'âge de 30 ans, je suis tombée sur une famille où je faisais toujours mon ménage. Et dans cette famille-là, Kabibi, il n'y avait pas d'enfants. C'était un couple qui était assez âgé. Ces gens-là n'ont pas eu d'enfants. Et apparemment, c'est des gens qui ont eu des problèmes dans la famille. En tout cas, ils avaient une histoire assez compliquée. Ils vivaient eux deux. Un couple. Le monsieur était déjà en fauteuil roulant. Le monsieur était vraiment malade. Le monsieur ne s'en sortait pas. La dame m'avait pris moi pour faire les ménages dessus, surtout pour aider pour son mari. Parce qu'elle, elle était autonome, elle marchait, elle faisait sa vie. Kabibi, ce qui est sûr est que je suis restée avec cette famille-là au moins pendant 2 autres années. La dame savait que je n'avais pas de papiers. En tout cas, tellement ils m'ont bien gardée, j'étais obligée de leur dire ma vraie situation. Parce qu'il y avait des moments, elle voulait me payer par virement. Il y avait des moments, elle me proposait des choses qui me coinçaient. Je devais lui dire qu'en fait, moi, je ne suis pas régularisée. Kabibi, c'est comme ça que cette dame-là m'a aidée. Cette dame-là m'a parrainée avec son mari. Ils m'ont amené à la préfecture. Ils ont fait pour moi des démarches et tout ça. Ils ont dit que j'ai travaillé pour eux, qu'ils étaient prêts à m'héberger, à me garder. Vraiment, on avait une très bonne relation, un très bon contact. Kabibi, j'ai été régularisée à cause de ce couple-là, ici en France. J'ai continué à travailler pour eux, même si je n'avais plus vraiment un salaire officiel. En tout cas, ils me gâtaient, ils me donnaient beaucoup de biens, plus que même le salaire que je méritais. En tout cas, c'était devenu comme mes parents adoptifs ici à Angers. Là où j'habitais à Angers. Kabibi, quand le mari de la dame là est décédé, parce qu'il suivait ses soins dans le CHU, ça a beaucoup marqué cette dame-là. Ça l'a beaucoup marqué parce que elle me disait, là où ils habitaient à Angers là-bas, c'était un appartement. Ils habitaient en appartement parce que eux vraiment, ils avaient leur grande maison à un petit village à côté d'Angers qui s'appelle Briolet. Ils avaient leur maison à Briolet. Ils étaient partis vivre à Angers en appartement pour le soin de son mari. Donc, avec la mort de son mari, ça l'a perturbée. Elle m'a dit non, non, non. Elle préfère vendre l'appartement, là, rentrer en campagne parce que quand elle est dans l'appartement,
Elle voyait trop son mari dans l'appartement, ça l'a troublée, ça l'a gênée. Je l'ai comprise, Kabibi. Vraiment, elle a fait ses démarches. 2 ans après, elle avait vraiment vendu son appartement. Elle avait beaucoup d'argent, elle n'avait pas d'enfants. Elle est rentrée vivre à Briolet, qui est un petit village. Elle m'a dit, elle va vivre là-bas. Si sa santé se détériore, elle va aller en maison de retraite. Vraiment, Kabibi, moi, j'étais restée sur Angers parce que j'étais régularisée. J'étais régularisée, j'ai commencé aussi ma vie de jeune fille, même si maintenant, j'allais les voir seulement parce que c'était des gens qui m'avaient aidé, ils étaient comme mes parents en France. En tout cas, je me battais autrement. Je commençais à chercher d'autres boulots. Je n'avais plus besoin vraiment d'être femme de ménage. Ça veut dire que j'ai fréquenté cette dame-là très régulièrement parce que c'était pas loin. J'avais fait mon permis, j'ai acheté mon Colo car, ma petite voiture aussi. J'ai commencé à rouler, Brioler à Angers, c'est à peu près 15 minutes de voiture. J'allais la voir, donc comme ma mère adoptive, quoi, j'allais la voir, je la fréquentais. Kabibi, on a vécu comme ça encore même 12 ans. La maman, là, vraiment, elle a pris de l'âge, ça n'allait plus, elle a commencé à tomber. Vraiment, il y avait des moments où je partais là-bas en week-end, j'ai resté là-bas des 4 jours, j'ai resté vraiment, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise, moi aussi dans mes aventures à Angers, là. Finalement, je suis venue tomber sur un garçon, un Français, lui qui travaillait dans un bar, il était barman. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais avec ce que moi je faisais aussi, on s'en sortait comme jeune couple. Avec lui, Kabibi, on a eu 2 enfants. On a eu nos 2 enfants tranquilles. On vivait notre vie à notre niveau. Nous, on était locataires, on payait nos loyers à notre niveau. Il n'y avait pas de souci. Je l'avais présenté, la dame qui m'avait aidé en France. En tout cas, mes enfants allaient là-bas. Il appelait mamie et tout ce que tu veux, Kabibi. La dame là est allée en maison de retraite. Elle a fait que 1 an et demi en maison de retraite. Elle était décédée d'autres maladies. Elle n'était pas décédée de vieillesse. Elle était décédée d'une maladie qu'on va taire le nom. Kabibi, à ma grande surprise, quand la dame décède, moi, je suis au courant parce que je la fréquente, je connais. À la maison des retraites, mon numéro était là-bas, qu'on pouvait aussi me contacter s'il y a un problème. C'est comme ça que la maison de retraite m'apprend ça. En tout cas, je suis venue, j'ai participé à tout l'accompagnement jusqu'à ce qu'on l'a enterré. On l'a enterré à côté de son mari et tout, Kabibi, c'était un deuil pour moi parce que c'est des gens qui étaient vraiment très bien avec moi. C'est des gens qui étaient très bien avec moi, qui m'avaient vraiment aidé en France. On a fait une relation de presque 16 ans ensemble. Vraiment, c'était comme des parents pour moi. Ça m'avait vraiment affecté. Quelques temps après Kabibi, je suis contactée par le notaire. Le notaire me contacte pour me dire qu'en fait, cette dame-là m'a laissé des héritages. Elle m'a laissé de l'argent. Et elle m'a laissé la maison de Briolet, là où elle habitait, Kabibi. Je ne m'attendais pas à un truc comme ça dans ma vie. Ça, ce sont des histoires que j'entends seulement. Les gens disent, j'ai hérité, on m'a donné l'héritage et tout ça. Mais je ne pouvais pas penser que ça pouvait m'arriver à moi, Astrid. J'ai expliqué à mon mari blanc. En tout cas, on a commencé à faire les démarches, comment faire pour avoir ça. Il fallait donner une partie des biens à l'État, de l'argent et tout ça, Kabibi. Bref, l'État, le gouvernement a pris ce qu'il voulait prendre. Et nous, on est resté aussi ce qu'on pouvait garder. Donc, tout ce qu'on pouvait garder là, on a gardé la maison de Briolet. Malgré qu'on a repayé à l'État, comme j'avais l'argent, repayé les droits de l'État, des terrains et tout ça. Quand même, on a gardé notre maison. Kabibi, c'était un coup de pouce dans ma vie parce que nous, on ne rêvait même pas d'avoir une maison comme ça dans notre vie. On ne rêvait même pas qu'on peut prendre un crédit pour acheter une maison de cette valeur-là, une grande maison en étage. Kabibi, cette maison-là était sur une montée. Donc, c'était vraiment construit. Il y a la montée. Donc, il y a déjà la maison qui commence comme ça. 2e étage, 3e étage. Une grande maison en étage. Ça veut dire que le haut de la maison, vraiment, quand tu es en haut, là, quand tu regardes comme ça, tu vois le jardin, la piscine, tout ce que tu veux. Très belle maison. Maintenant, nos 2 salaires, c'était devenu comme pour entretenir la maison parce que c'était une maison de luxe. Nous, mon mari était barman. Moi, je faisais des petits boulots. Où est-ce qu'on allait trouver l'argent pour entretenir la maison là? Kabibi, avec tout l'amour qu'on avait pour cette maison-là, on s'est donné corps et âme pour la garder parce que c'était notre bijou, c'était notre trésor, c'était aussi l'héritage de nos enfants. Tout allait bien. Comme je connaissais le quartier, vu que j'ai fréquenté la mamie là, je connaissais les voisins et tout ça. Les voisins de la dame, c'était des vieux. C'était vraiment des vieux. C'était même plus vieux que la dame qui m'a laissé la maison. Kabibi, les voisins aussi sont décédés. Les propriétaires, donc les voisins de la dame qui m'a laissé la maison.
Bon, comme je les connaissais, je connaissais leurs enfants. Et ils étaient aussi très riches parce que c'était des maisons vraiment des bourgeois. Leurs enfants vivaient à Paris, les autres vivaient à Lyon, à Toulouse. En tout cas, ce n'étaient pas des enfants qui habitaient là au village, là à Briolet, parce que c'était une campagne quand même. Kabibi, ces enfants-là sont venus, ils ont fait les funérailles de leurs parents, tout ce que tu veux. Mais par contre, eux, ils ont dit, ils ne vont pas habiter là-bas. En tant qu'enfants, ils ont dit, ils ne vont pas vendre la maison, ils vont garder, c'est les souvenirs de leurs parents et tout ça. Ils vont mettre des locataires. Ils sont partis, la maison, la voisine est restée vide presque 1 an. Après un jour, je viens voir, oh, il y a eu des locataires, des gens qui viennent visiter et tout ça, ils viennent mettre des trucs et tout ça. Bon, il y a des locataires. Quand on se renseigne comme ça, on voit que les locataires, en fait, c'est une société. Ce ne sont pas des gens physiques. C'est des gens qui ont loué pour venir faire une société. Je dis une société en pleine campagne, une société dans une maison. Bon, c'est peut-être une société de bureaux. C'est ça que moi, je me suis dit au premier abord. Avec mon mari, on s'est dit, bon, c'est une société, d'ailleurs, c'est même bien. Ils ne seront jamais là. Parce qu'ils viendront le jour, ils vont partir le soir. Donc, nous, on est tranquille. Nous, on peut recevoir nos amis. Comme mon mari est barman, nous, on fait nos apéros. Donc, on avait notre vie quand même des jeunes. Nous, on avait moins de 50 ans. Kabibi, la société vient s'installer. La société, c'est la société d'un Français et d'un autre monsieur là, Mamadou, un Sénégalais. Un Sénégalais qui s'est associé avec un Français pour faire leur société de peinture. Ils étaient en train de peindre, comment ça s'appelle, les parcs-mètres. Parcs-mètres, ce sont les... Aujourd'hui, ça a été remplacé par les machines, vous savez, les machines où on met les pièces pour acheter les places de parking. En tout cas, pour ceux qui sont en France comme moi, quand tu t'égares, il y a des machines où tu vas aller appuyer. Le temps que toi, tu vas faire garer sur la route, là, comme les parkings sont payants, tu mets 15 minutes, ça te dit peut-être mettre 1 euro ou 2 euros, tu mets, après tu as un papier qui sort. Donc à l'époque là, les parcs-mètres c'était par voiture. Donc ces parcs-mètres là, c'était collé sur la rue. En tout cas, les anciennes d'Europe connaissent ça. Papa Denis Kabien, je t'embrasse, je te salue très fort. Je suis sûre que toi, tu as connu ça. Donc, ils avaient cette société-là pour peindre les parcs-mètres qu'on installait dans les rues. Vraiment, c'était un gros business pour eux. Et maintenant, leur société de peinture, ils sont venus la faire dans la maison voisine à moi. Or, la maison voisine, elle est un peu basse parce que nous, notre maison, elle est en étage. Ça veut dire que et leur société ne dérangeait personne. Leur société était dans leur maison. Mais seulement quand ils font la peinture et tout ça, ça fait des poussières et tout ça, ça fait qu'ils doivent évacuer par la cheminée parce qu'il y a l'aspiration quand même, c'est une société. Et l'aspiration là, quand ça sortait à la cheminée, ça venait droit sur ma maison. Parce que moi, ma maison, elle est surélevée. C'est comme ça que Kabibi, moi, cette poussière-là, les odeurs, toute l'odeur de la peinture rentrait dans ma maison. Kabibi. Ça a changé notre vie. On ne pouvait plus rester dehors. On ne pouvait plus rester dans les jardins parce que partout là dehors, ça sentait la peinture. Il y avait des fumées, il y avait des résidus. En tout cas, nous, on est devenus mal à l'aise. Naturellement, on est allé voir les voisins pour leur dire que nous, ça nous dérangeait les odeurs. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire parce que c'était la seule évacuation qu'il y avait, qu'eux, ils s'étaient filtrés, que ce n'était pas dérangeant, que ce n'était pas nocif. Nous, on dit non, ce n'est pas question de nocif. Même si ce n'est pas nocif, ça se prouvait. Mais nous, on respire l'odeur de la peinture. Donc, on ne pouvait pas supporter de vivre comme ça. C'est une société. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont partir. Ils sont venus s'implanter là-bas. Kabibi, la guerre a commencé. Mamadou a commencé à me suivre en tant que sa sœur africaine camerounaise. Pour me dire que moi, je suis sa sœur. Comment je peux le combattre? Lui, il a fait sa société. Est-ce que moi, je ne vois pas que lui, il veut s'en sortir avec ce blanc-là qui lui a fait confiance? En fait, si je comprends bien, c'était Mamadou, c'était sa société à lui, Mamadou, qui mettait la peinture. Et je crois que le blanc, là, le menait par maître. Donc, c'est comme si moi, Mamadou se sentait attaqué, agressé par moi, sa sœur africaine, parce que c'est moi qui me plaignais beaucoup. Parce qu'en réalité, l'héritage, c'est mon héritage. C'était ma maison. C'était lui qui était mon voisin. Donc, quand on allait porter plainte, c'est moi qui sortais la tête parce que c'était chez moi. Le maire me connaissait, tout le monde me connaissait dans la ville, on me connaissait dans le village, on savait que c'était chez moi. Donc, Mamadou a d'abord essayé de venir me parler comme sa sœur africaine. Ça n'est pas passé parce que moi, je ne supportais pas ça. Tout ce temps, je vivais tranquille.
Eux, ils sont venus installer leur société qui a commencé à nous pourrir la vie. Donc, moi et lui, ça n'a pas donné, comme tu nous connais, nous tous, on venait d'Afrique déjà, vite fait, ça a éclaté. Après, on a essayé d'arranger, de cool down, d'essayer de parler, mais moi, c'était catégorique. Cette société-là ne devait pas exister, en tout cas à côté de chez moi. Parce que moi, ça me pourrissait la vie. Ils ont commencé à dire que non, si tu veux, on va... J'ai dit, il n'y a pas question de me donner l'argent, ni dédommager. Le truc est que vous devez partir d'ici. Vous ne pouvez pas implanter ce genre de société dans un quartier résidentiel. Kabylie, les démarches ont démarré. C'est devenu la guerre des droits. On a fait comme ça 3 ans avant que la mairie, la police, les patatis, les patatas viennent comprendre, viennent vérifier, viennent prélever. Kabylie, 3 ans de combat contre cette société-là, ils ne voulaient pas être délogés. En tout cas, on a lutté, on a frappé partout, c'est sorti dans les journaux, scandale. On a fait la pagaille. Imagine, moi aussi, mon mari, c'était un Français. Et puis, on habitait bien, on vivait bien. Et on a tapé comme ça plus de... Ça, c'est 3 ans de procès. On a fait au moins 4 ans avant qu'on se rende compte que nous, on n'avait plus de vie. Donc, on a tellement fait la pagaille, Kabylie, qu'on a accepté de déloger cette société-là. Cette société-là, Kabylie, Mamadou a fait de ça un problème personnel avec moi. Pour lui, moi, comme j'étais mariée à un blanc, donc quand un Africain te voit dans une position comme ça, déjà, pour lui, c'est la maison du blanc. Entre parenthèses, on se connaît, on sait comment on pense. Pour lui, Mamadou, c'était déjà moi qui habitais chez ces blancs-là, qui avait cette maison-là. Ça, c'est d'après ce que lui, il a vu visuellement. Il ne pouvait pas penser que la maison était mon héritage à moi. Donc, il ne comprenait pas pourquoi moi, je le combattais. Donc, même quand il me parlait, parfois il me parlait avec mépris. Que tu es venu du village, là on t'a ramassé, là on est venu t'apprendre à vivre en villa. Et c'est maintenant toi qui viens me combattre, moi. Tu te bats, ce sont tes terres. Donc, il avait parfois des langages tellement méprisants, méchants envers moi que ça me révoltait davantage et davantage. Kabylie, quand moi j'ai su faire déloger cette société-là, Mamadou m'a dit que j'allais voir, que j'allais repayer, que j'allais vraiment regretter l'acte qu'il allait me chercher la nuit, qu'il allait me chercher le jour, qu'il allait me pourrir la vie, qu'il allait me prouver parce que moi je cherche à le déstabiliser. Je te jure que ça quittait la guerre des papiers, la guerre des lois, c'est devenu une guerre des Africains. Imagine, on va épargner les détails. Mamadou, c'est un Sénégalais. J'ai souffert comme ça. J'ai eu des attaques de toutes sortes. On a volé dans mon jardin. On a trouvé les trucs. J'ai eu des problèmes d'électricité. Kabylie, le mec là m'a pourri la vie jusqu'à... Il a touché ou on ne touchait pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé à moi, ta soeur Astrid? Moi, tout ce temps que je suis arrivée là, j'habitais à Angers, non? Quand je suis arrivée. Même si après, je commençais vraiment à vivre à Brioler. Donc, j'avais mes habitudes. J'avais ma coiffeuse. J'avais mes magasins des Africains où je pars approvisionner comme je suis africaine. Donc, j'ai continué ma vie normale. Mon problème avec Mamadou, ça s'est passé à Brioler. Je n'avais pas d'appréhension ni d'inquiétude où j'allais me promener à Angers. Angers, c'est une grande ville. Avec le temps, les gens ont commencé à immigrer, les Noirs, les Arabes et tout ça. Angers s'est ouvert, les gens ont commencé à venir comme dans toutes les villes en France. Donc, les gens qui sont arrivés il y a longtemps, on se connaît. Moi, j'avais une coiffeuse chez qui j'ai pas il y a des années et des années. Nous sommes les premières qui sont arrivées à Angers. On a commencé toutes pauvres. Quand moi, j'étais encore femme de ménage, elle aussi venait d'arriver. Elle a fait son salon de coiffure. On connaît les gens qui ont commencé les exotiques, qui ont quitté ici. Maintenant, ils sont là-bas. Après, ils sont là-bas. On se connaît. On se connaît, les anciens, vraiment. On se connaît. On a quand même de l'âge. Maintenant, on est à Angers, on se connaît. Donc, moi, j'ai fréquenté ces salons de coiffure-là, Kabylie, pour te montrer à quel point l'homme africain peut être méchant. Mamadou, tellement il m'a haï. Parce que lui, pour lui, moi, j'ai détruit sa société, j'ai détruit sa vie. Donc, lui, il devait se venger particulièrement sur moi. Kabylie. Mamadou est parti chercher une fille sénégalaise à qui il a parlé. La fille est venue chercher du travail au salon de coiffure où moi, je me coiffais chez la dame africaine. On ne va pas citer son nom, son salon, parce qu'il existe aujourd'hui à Angers. Elle est venue chercher le travail là-bas comme coiffeuse. On l'a embauchée. Tout ça parce que moi, je vais me coiffer là-bas. Moi, je n'ai même pas une idée comme ça. La fille, moi, j'ai parti là-bas. C'était à l'époque où nous, les Africains, on défrisait encore nos cheveux. À l'époque, on ne portait pas les perruques, on portait encore les tissages. Tout le monde sait cette époque-là. On faisait même parfois des petits dessins là, comme ça, on te faisait bien ton tissage. Kabylie, c'était mon salon de coiffure.
Moi, quand je pars là-bas, je pars, je suis en confiance, je donne ma tête, on me coiffe. Alors que la fille avait pris le travail pour une mission. La fille me connaissait très bien, moi je ne la connaissais pas. Quand j'arrive là-bas, la fille saute la première qu'elle va me coiffer. Que la patronne soit là ou pas, moi je vais me coiffer là-bas. Donc je suis partie, je donnais ma tête. Kabibi, la fille m'a mis des produits sur la tête, la fille m'a coiffé, la fille et tout, et tout, et tout. On m'a fait mon tissage, je suis rentrée chez moi à brûler. Quand j'arrive à brûler, Kabibi, la tête en feu. Je n'ai jamais senti ça sur ma tête. J'ai dit, mais non. J'ai senti des frissons. J'ai senti froid dans ma tête. J'ai senti des sensations. J'ai dit, non, 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 non. C'est mon mari, White, qui m'a enlevé le tissage. J'ai dit, enlève-moi un peu ce tissage ici. C'est quoi sur ma tête? Kabibi, on m'a enlevé le tissage. J'ai lavé la tête. J'ai mis les shampoings. J'ai mis le bain de crème. J'ai mis le massage. Je n'ai pas dormi de la nuit. Ma tête était en feu. Kabibi, je suis allée aux urgences à 5 h du matin. La tête, j'ai mis le Doliprane. J'ai mis l'eau froide, les glaçons. Qu'est-ce qui est arrivé à ma tête? J'arrive aux urgences. On ne comprend pas. On me met des pommades. On me dit qu'il faut attendre le matin que les médecins dermatologues viennent parce qu'aux urgences, quand même, les cheveux, qu'est-ce qu'ils vont te faire la nuit? Kabibi, on m'a rasé la tête. Mon mari est venu, on m'a rasé la tête là-bas. Moi qui aimais les tissages. Pour voir les dermatologues, ils ont ma tête en feu. Le temps qu'on prenne des prélèvements de peau pour aller examiner Kabibi. J'ai failli mourir. Ma tête était en feu à un niveau, Kabibi, que tu ne peux pas imaginer. J'ai été empoisonnée de la tête. On m'a mis des trucs sur la tête que... Quand on m'a demandé qu'est-ce qui est arrivé à ma tête, j'ai dit que j'étais allée au salon de coiffure hier. J'ai donné l'adresse du salon de coiffure. Kabibi, mon mari, a porté plainte. On doit aller faire des investigations dans ces salons-là. Qu'est-ce qu'on m'a mis sur la tête? Oh, j'ai dit, moi, à ma connaissance, on m'a mis le produit que je mets d'habitude. Et on m'a fait un shampoing et un bain de crème normal, comme d'habitude. Et après, on m'a coiffé. Soit c'était le produit, prenons comme Revlon ou TCB, qui était un problème, soit le shampoing, soit le bain de crème. Ça, c'était dans la normale. Donc, nous, on se disait même peut-être que c'est une société, peut-être comme Revlon, qui a fait une erreur de mélange et tout ça. Peut-être nous, on va même gagner de l'argent sur ça parce que c'est un empoisonnement. Imagine que ce soit un empoisonnement qui vient d'une grosse boîte comme Revlon. Tu vois un peu à quel niveau nous on commençait même à penser. Kabibi, je ne pouvais pas savoir que c'était au niveau de la coiffeuse. Quand maintenant on envoie, la police va tomber au salon de coiffure, il y a eu intoxication, empoisonnement de la tête, la dame ne comprend rien. Et surtout quand on lui dit en plus que ça vient de moi. Mais elle dit, mais non, comment ça vient d'elle et tout ça? On a dit, non, madame, on doit faire la saisie. Qui l'a coiffé? On a pointé la fille. Tu lui as mis quoi? Elle a sorti les produits. Les produits, ce sont les produits du salon de coiffure. Tu lui as lavé la tête où? Ici. L'eau, on va examiner. Le robinet, on a fait des prélèvements. Kabibi, tu sais que les chefs de salon de coiffure où on se couche là, en réalité, ce sont des bacs. Il y a des bacs à plastique là, où l'eau coule et puis l'eau passe dans les tuyaux pour l'évacuation. Kabibi, on a fait la saisie de ce bac là pour aller examiner quels produits toxiques sont passés là-bas. Imagine tous les produits déjà qu'on met sur nos cheveux, ce sont des produits chimiques. Ma chérie, on m'a soigné la tête. J'ai fait avec la tête, avec les bandages sur la tête, peut-être 9 mois. On m'a soigné la tête. On m'a fait... J'ai souffert de la tête, Kabibi, ma vie s'est arrêtée. J'ai maigri comme ça. Le temps qu'on fasse des investigations, on a saisi tous les produits. On a pris la poubelle d'hier. La poubelle. Tu sais, quand les blancs tombent pour faire l'investigation, ils saisissent tout. Les peignes, la poubelle. On a pris tous les gants qu'il y avait là-bas. On a pris les gants et comme par malheur pour cette fille-là, ce jour-là, il n'y a que elle qui avait fait le défrisage. Donc, la coiffure défrisage, il n'y avait que moi. Parce que c'était un jour en semaine. Les autres avaient fait des tresses, les autres avaient fait des petits trucs, mais vraiment le défrisage et tout ça, il n'y avait qu'elle. Donc, on a retrouvé les gants qu'elle avait utilisés. Et quand on a fait les emprunts, on a fait des recherches. Imagine, c'est des recherches qui tirent en longueur. On a vu qu'à part le shampoing et le bain de crème, elle m'avait mis autre chose sur la tête. On a retrouvé des produits qui ne correspondaient pas avec ce qu'elle avait officiellement utilisé. C'est comme ça que c'est venu retomber. Déjà, quand les investigations ont commencé, la fille a travaillé encore 3 semaines, elle a démissionné. Elle a fait une erreur, elle s'est arrangée pour quitter le travail. Donc, la patronne aussi l'a chassée, mais son nom était déjà enregistré à la police pour être poursuivi parce que c'était elle la coiffeuse. Donc, malgré qu'elle a quitté le salon de coiffure,
Quand on a continué les investigations, on l'a convoqué toujours. Kabibi, en tant qu'Africaine, d'abord, moi et la patronne du salon, ça s'est mal passé. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que moi j'étais problématique, que je cherchais toujours des problèmes comme ça. D'ailleurs, j'avais fait partir le voisin. Tu sais, c'est quand tu as un problème, parfois que les gens viennent parler de toi. Cette histoire-là, la dame du salon, bon, comme je me coiffais là-bas, pendant les 3 ans de démarche où je voulais faire évacuer le voisin, comme je la connais, je l'avais déjà raconté moi-même, que j'ai un voisin qui me pourrit la vie, c'est un Sénégalais et tout, et tout, et tout. Donc, quand j'ai eu des problèmes avec elle, maintenant la propriétaire du salon, sa première réaction, c'est quoi? Que moi, je suis problématique. Je cherche les problèmes aux gens. Le garçon avait sa société, j'ai tout fait pour le faire chasser. Maintenant, je vais faire fermer son salon. Imagine un peu ma réputation à Angers. Déjà, l'histoire a un peu tourné. Tu sais, quand l'histoire passe de bouche à oreille, nous les Africains, comment nous sommes, on rajoute les piments, on rajoute la sauce. On a dit que même la dame qui m'avait réussi à Angers, on ne s'entend plus. Les gens ont parlé, les gens ont critiqué. En tout cas, notre ancienne génération, là, comme on se connaît, on a fait notre africaine. Donc, j'étais mal vue par d'autres personnes. Il y avait des gens qui me jugeaient mal. Il y avait des gens qui m'encourageaient. Bon, c'est comme ça la vie, qu'est-ce que tu veux? Kabibi, quand la police a commencé à faire les investigations, ils ont vu que c'est la fille là qui avait utilisé un produit qui n'est pas dans son salon de coiffure. Donc la dame du salon a déjà été épargnée parce que ce n'est pas un produit qu'elle a exposé dans sa boutique. Quand maintenant on a suivi l'investigation, on a attrapé la fille. Pour qu'elle vienne maintenant expliquer qu'est-ce qu'elle m'a mis sur la tête. Kabibi, tu sais qu'il y a des gens qui ont des âmes faibles. Il y a des gens qui disent je vais faire, je vais faire. Mais quand ils voient la police est debout derrière elle. Ils voient l'immigration derrière. Ils voient les juges. Ils voient les taux. On l'amène au tribunal. Il y a des gens qui craquent. La fille là n'a pas soutenu ça, n'a pas supporté. Elle a commencé à voir comme si elle va aller en prison parce que c'était une histoire maintenant d'assurance. Ça involve, ça ramenait beaucoup de problèmes dans ces dossiers-là. Surtout quand on a su que le produit venait d'elle, Kabibi. C'est comme ça que la fille craque. Quand on l'a tapé d'abord garde à vue, premier tour, elle a nié. Deuxième tour, Kabibi. La police, tu sais comment ils jouent psychologiquement avec les gens. Le policier là qui l'a amené là-bas d'abord, lui ont dit que tu seras fiché et on va te mettre en prison. Une fille africaine qui a des enfants, qui est coiffeuse. Kabibi, elle a paniqué, elle a parlé. C'est comme ça que la fille vient dire que non, ce n'est pas de sa faute. Elle, c'est tonton Mamadou qui lui avait dit de me mettre ça sur la tête. On lui demande tonton Mamadou c'est qui? En fait, tonton Mamadou, le mari de la fille là, travaille pour le monsieur Mamadou là dans la société des peintures. Et comme la fille c'était une coiffeuse à domicile, elle coiffait, elle tressait les gens chez elle 5 euros, 10 euros, quelqu'un qui se débrouille, qui a son mari qui travaille en peinture. Quand ils ont eu l'idée de me détruire, ils ont dit à la fille d'aller chercher le travail au salon de coiffure où moi j'allais. Pour me détruire, Kabibi, à cause de mes droits. Donc ce Mamadou là, lui il estimait que sa société qui m'empoisonnait là, ça devait rester là. Et je ne sais pas si j'étais vraiment une blanche, s'il allait faire toute cette démarche-là. Oui, il a fait cette démarche-là parce que moi, je suis camerounaise. Kabibi, je pouvais m'attendre à tout. Mais pas assez que ma brûlure de la tête peut venir de Mamadou. Parce que c'est Mamadou-là, déjà, il m'attaquait différemment. Je t'ai expliqué déjà qu'il m'attaquait spirituellement, il m'attaquait physiquement, on me volait des trucs. Chez moi, j'étais devenue mal à l'aise. Tu te réveilles le matin, on t'a cassé le pare-brise. Tu te réveilles, on a volé les enjolivères. Donc, c'est comme s'il m'envoyait des petits voyous. Pour lui, ça ne suffisait pas. Il a encore rajouté qu'il devait seulement m'achever. Mais ça, c'est quel genre de haine? Kabibi, l'histoire a tourné. C'est devenu que Mamadou, la fille a paniqué, elle a prouvé que c'est Mamadou qui lui avait donné ça. Mamadou a dit qu'il ne sait pas, il ne la connaît pas, il connaît son mari, Kabibi, tu sais un peu, ça a tiré en longueur. Bref, Mamadou a été condamné parce que moi, après, moi j'ai un problème capillaire aujourd'hui, je porte que des perruques. Je n'ai plus de cheveux pour aller me faire tisser. Kabibi, on est venu taxer à Mamadou l'amende qu'il devait me payer. Mon avocat avait demandé 3 millions d'euros, en sachant qu'il ne peut pas avoir 3 millions d'euros. En tout cas, on va épargner le montant. Mais Mamadou a été taxé d'une amende vu qu'il n'a pas fait la prison avec sa société, lui et son blanc là, pour me dédommager à cause de ce qu'ils m'ont fait sur la tête. À ce jour que je te parle, j'ai vendu ma maison de Briolet. Je l'ai vendue pourquoi? Parce que dormir dans cette maison-là où Mamadou connaissait l'adresse était devenu un danger pour moi. Parce que Mamadou, à ce jour, il me verse de l'argent. Donc, mon histoire a été très nuisible pour moi.
Mais c'est une situation qui m'a permis encore à gagner de l'argent. Aujourd'hui que je te parle, moi et mon mari, on ne travaille pas. On vit chez nous à la maison parce que les assurances de Mamadou nous ont versé de l'argent. Mamadou a une amende que lui-même il est en train de rembourser. On a gagné beaucoup d'argent sur ça avec les avocats. On est allé de procès en procès. Notre procès est fini 2 ans et demi après qu'on avait rassemblé toutes les preuves contre Mamadou. En tout cas, notre sœur Astrid tenait à partager cette histoire pour nous dire qu'il faut être très éveillé et il faut faire attention aux actes qu'on pose. Elle a suivi l'histoire de Suzy avec sa sœur. Elle a dit, ma chérie, les exemples que tu donnes là, tu ne te rends pas compte à quel point tu nous ouvres les yeux. Tu peux avoir un problème avec quelqu'un dans le quartier. Tu sais que ça s'arrête au quartier. Pendant que le problème va te suivre jusqu'au travail parce que tu ne sais pas ce voisin-là qui il connaît dans ton travail. Elle m'a dit, il faut être très prudent des actes qu'on commet. Comme je disais hier, tu ne connais pas le voisin, la voisine d'hier qui parlait mal de toi, qui te rapproche aujourd'hui. Tu ne connais pas les buts. Elle m'a dit, tu as amplement raison. Moi, j'avais des problèmes avec mon voisin Mamadou à Brioler. Je ne pouvais pas savoir que ça peut me suivre jusqu'à Angers, au salon de coiffure. Imagine un peu. Qu'est-ce que ça a à voir? Il n'y avait même pas de lien. Il n'y avait même pas de lien. En tout cas, elle nous a contactés pour partager son histoire, son expérience, pour que nous pensions et que nous réfléchissions sur ce que nous faisons dans notre entourage. Les gens à qui on s'adresse, comment on s'adresse à eux, comment on les prend de haut, comment on les minimise, comment on les méprise. Il faut savoir qu'il y a des gens qui n'oublient pas. Il y a des gens qui ne lâchent pas l'affaire. Il y a des gens que tu sais que vous étiez disputés au travail. Ça s'est arrêté dans le couloir du travail. Non, pour lui, ça ne s'est pas arrêté au couloir du travail. Pour lui, ça va continuer jusqu'à l'école des enfants. Donc, c'est pour nous tirer toujours les oreilles, pour nous avertir, pour nous éveiller, pour qu'on soit plus prudent en tout cas. Je tiens à remercier Astrid, notre sœur camerounaise qui nous a appelés pour partager son expérience chez Kabibi Show, comme je dis toujours. N'hésitez pas à me contacter pour partager vos expériences de vie. Ici, on partage nos expériences de vie pour s'encourager, pour tirer des leçons, pour être plus vigilante, plus intelligente, plus cohérente, plus réfléchie. En tout cas, en chaleur, je vais m'arrêter là, comme vous pouvez voir. Aujourd'hui, je suis en campagne, je n'ai pas ma liste. Je vous embrasse très, 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 très fort. La team Kabibi Show, en comptant sur vous pour commenter, pour rédiger, pour écrire vos pensées, pour vous adresser à notre sœur Astrid, pour dire ce que vous avez pensé de cette histoire. En tout cas, en chaleur, je vous dis à très très vite pour un autre numéro chez Kabibi Show. Sans oublier notre direct mercredi soir à 20h30 et aussi les dédicaces. N'hésitez pas à m'envoyer vos noms, vos photos pour être dédicacés ici quand c'est votre anniversaire ou ceux d'un proche. Ça sera avec plaisir que je vais les faire. Je vous embrasse tous fort au nom de Jésus-Christ. À très vite pour un autre show chez Kabibi Show TV. Bye.